Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Voici un des crimes les plus célèbres de l'histoire criminelle canadienne. Un crime si horrible et effrayant qu'il a captivé la population du sud de l'Ontario pendant plus d'1 an. Ce dossier est protégé par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L'identité de la victime, des accusés et des témoins ne peut donc être dévoilée. Mississauga est une banlieue tranquille de Toronto, en Ontario. Le 18 janvier 2003, à 22h35, le centre d'urgence 911 du district régional de Peel reçoit un appel. Une adolescente affolée annonce que sa mère s'est noyée dans la baignoire. La police et les services d'urgence sont dépêchés sur les lieux, une maison située dans un quartier de classe moyenne de la ville. Deux adolescentes hystériques ouvrent la porte. Elles montrent du doigt la salle de bain située au 2e étage. Elles informent les membres du personnel médical et le policier qui les accompagne que leur mère s'est noyée dans la baignoire. Les ambulanciers tentent en vain de réanimer la mère. Ils couvrent son corps d'un drap et le laissent sur place afin que le médecin légiste puisse l'examiner à son arrivée. D'abord, les noyades qui ont lieu dans un bain sont très rares, alors on doit les considérer avec une certaine méfiance. Dans ce cas, c'est en effet une mort suspecte. Et j'ai toujours de la difficulté à croire que des gens puissent d'eux-mêmes se noyer dans une baignoire. Je sais que c'est possible de le faire, mais je n'y crois jamais, tant et aussi longtemps que la preuve n'a pas été faite. Bernie Weber, le technicien en identité judiciaire, arrive sur les lieux. La première tâche consiste à observer et à photographier les lieux. Je suis arrivé peu avant le médecin légiste. Alors, j'entre, je photographie tout dans l'état où je le trouve. Je ne touche rien, je ne bouge rien, même pas la couverture qui couvre la défunte. Je ne veux surtout pas entrer et me mettre à bouger quoi que ce soit sans l'autorisation du médecin légiste. Je veux qu'il voie la scène de la même façon que moi je l'ai vue. On ne savait toujours pas exactement à quoi nous avions affaire, mais j'ai pris quelques photos d'autres parties de la maison, entre autres une du salon où tout était relativement propre et rangé. Sauf que sur la table basse, il y avait une bouteille de vodka étalée sur le côté. Pendant que Weber poursuit l'inventaire des lieux, l'inspecteur Brent Magnus débute son enquête préliminaire. Il est le premier à recueillir la version des faits des deux sœurs. Les deux adolescentes expliquent qu'elles ont rencontré des amis pour le souper au restaurant Jack Astor vers 18h. Lorsqu'elles ont quitté la maison, leur mère consommait beaucoup d'alcool. À leur retour, vers 22h30, elles ont découvert leur mère sur le ventre et inanimée dans la baignoire. Au cours de ce bref interrogatoire, les filles ont demandé à se rendre chez leur tante. Celle-ci a accepté. Elle vivait tout près et c'était facile de les emmener dans un endroit sécuritaire. On escorte les filles à la maison de leur tante.
Ce lieu a initialement été identifié comme la scène d'une mort subite. Alors c'est le médecin légiste qui en aurait la responsabilité. Le médecin légiste arrive. Avec Weber, il commence à reconstruire le déroulement des faits. Elle était de taille normale, entre 1,60 m et 1,70 m. Elle avait quelques kilos en trop. Dès qu'on commence à bouger un corps inanimé, on parle de la pesanteur d'un cadavre, il est très difficile de le sortir du bain comme l'ont fait les pompiers, même lorsqu'il s'agit d'une femme d'une petite taille comme elle. C'est donc étonnant qu'aucun objet à l'intérieur de la salle de bain n'ait été renversé. Tout était relativement ordonné. Le médecin légiste m'a alors demandé de prendre ses empreintes digitales afin de l'identifier. À l'aide d'un pinceau, j'applique une poudre à empreinte foncée à même la peau. Je pose ensuite un morceau de ruban sur le doigt et quand je le retire, l'empreinte reste sur le ruban. Je peux ensuite utiliser cette empreinte aux fins de comparaison. Weber et le médecin légiste sont à la recherche d'indices et d'anomalies afin de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Dans de tels cas, le moindre indice peut faire basculer toute l'enquête. En une seconde, on peut se retrouver devant un meurtre accompli de sang-froid. Un peu de liquide coulait de sa bouche, ce qui est très commun dans les noyades. Ça fait partie du processus normal d'élimination de liquide du corps. Nos poumons, dans une noyade, il y a du liquide qui peut peut-être venir en partie de l'eau, mais qui vient aussi de notre propre corps. Les poumons, le sang va amener du liquide vers les poumons par le manque d'oxygène. Ce liquide-là est riche en protéines, parce que dans notre sang, il y a beaucoup de protéines, il y en a une partie qui va traverser. Ces protéines-là se mélangent à l'air et ça fait cette broue-là blanche qu'on va voir en pressant sur les poumons, on va voir une écume qui sort. Dans les voies respiratoires, une écume. Mais même avant de commencer l'autopsie, souvent à la bouche et au nez, il y a un gros champignon d'écume qui va être présent. Weber et le médecin légiste commencent bientôt à remarquer des détails qui éveillent leurs soupçons. On s'est mis à remarquer des choses. Par exemple, dans la salle de bain, il y avait 2 verres contenant de l'alcool. Et j'ai aussi remarqué une autre chose dans la baignoire. Il y avait 15 cm d'eau dans le bain. Avec le corps, donc, l'eau se serait évidemment déplacée. Mais la température de l'eau avait baissé et avait atteint celle de l'air. Donc, dans une situation normale, si elle avait pris un bain comme à l'ordinaire, je me serais attendu à ce que l'eau soit plus chaude. La température de l'eau peut contribuer à déterminer l'heure du décès. Dans tous les cas de noyade, on devrait toujours prendre un échantillon de l'eau. C'est ce qu'on a fait. On a aussi trouvé au fond du bain une substance granuleuse, soit de la vomissure ou des matières fécales qui s'étaient mêlées à l'eau. On n'a pas pris d'échantillon à ce moment-là, parce qu'on était en train de déterminer le type de décès. On a donc laissé l'eau en place, parce que si l'autopsie révélait des indices suspects, je savais que nous retournerions à la maison avec un mandat de perquisition et que nous pourrions recueillir l'échantillon à ce moment. Le corps de la mère ne présente aucun signe de résistance ou de lutte et aucune preuve d'un acte criminel n'est trouvée. Mais les enquêteurs considèrent néanmoins ce décès comme une mort suspecte. On espérait que l'examen post-mortem nous amènerait à une conclusion d'une façon ou d'une autre. L'accès à la maison est interdit jusqu'à ce que l'autopsie soit pratiquée. Des policiers sont postés à l'entrée de la propriété afin de veiller à ce que personne n'y entre. Le lieu du décès doit demeurer intact. Tout semble indiquer une noyade accidentelle, et dans de tels cas, seule une autopsie fournit un bilan définitif. Le pathologiste est souvent celui qui met au grand jour des indices troublants. À Mississauga, en Ontario, une femme est retrouvée dans sa baignoire par ses filles de 15 et 16 ans, apparemment noyées. Les enquêteurs sont méfiants, car les noyades dans une baignoire sont extrêmement rares. Une autopsie est ordonnée pour déterminer la cause du décès.
De retour à son bureau, Bernie Weber prépare son rapport qui sera utilisé le lendemain par le pathologiste lors de l'autopsie. Il compare les empreintes digitales de la victime avec celles de la banque de données de la Gendarmerie royale du Canada afin de confirmer son identité. Je voulais m'assurer de l'identité de la femme. J'ai réussi à trouver ces empreintes dans la banque de données. J'en ai ensuite avisé le médecin légiste ainsi que l'agent responsable. Le lendemain, le docteur Timothy Feltis se prépare pour l'autopsie. J'ai mené presque 4000 autopsies au cours de ma carrière et les noyades ne sont toujours pas très communes. J'ai examiné peut-être 25 cas de noyades, dont 6 ou 7 qui sont survenus dans une baignoire. D'un point de vue médico-légal, toute mort survenant dans une baignoire est suspecte. Mourir dans une baignoire remplie d'eau, c'est inhabituel. Nous avons automatiquement considéré ce cas comme un homicide. Nous devions procéder de façon particulière puisqu'il s'agissait d'un cas d'homicide ayant eu lieu dans l'eau. Nous prélevons des échantillons de sang et d'urine pour l'examen toxicologique. Des échantillons du contenu de l'estomac aussi. Mais c'était plutôt une mesure de sécurité. Habituellement, on n'utilise pas le contenu de l'estomac. On soumet le tout au Centre des sciences criminalistiques. Notre laboratoire de pathologie a aussi analysé le sang pour déterminer s'il contenait des traces d'alcool. Souvent, quand une personne meurt dans une baignoire, elle a peut-être été étranglée et on doit mener une dissection sèche du cou où on retire les organes de la poitrine et de l'abdomen et le cerveau avant de disséquer le cou. On diminue ainsi le risque d'introduire du sang artefactuel dans le cou. Deuxièmement, nous examinerions attentivement le corps afin de trouver des indices de traumatisme, y compris des ecchymoses, des égratignures, des éraflures, etc. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en profondeur, il y a des vaisseaux qui ont rupturé, puis il y a du sang. Donc, par transparence à travers la peau, on voit la région bleutée ou rougeâtre, qu'on appelle l'ecchymose dans le langage médical ou un bleu, une poque dans le langage courant. Mais si la région qui saigne est toute petite, ou si elle est très profonde, ou si la peau est très foncée, comme chez les gens de race noire, ça se peut qu'on ne les voit pas, les traumatismes. Donc, pour ne pas prendre de chance, on va ouvrir tous les tissus de l'arrière du dos et des jambes pour voir s'il y a des traumatismes qui nous échappent. Une autre importante considération dans ce cas est le fait que cette femme était considérée comme alcoolique. Et souvent, chez les alcooliques, on trouve des traces d'ecchymose attribuables aux chutes. Dans ce cas, il n'y avait pas d'anciennes ecchymoses sur son corps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas alcoolique. Elle aurait pu être ce qu'on appelle une alcoolique attentive. Je me serais attendu dans cette situation à ce qu'on trouve des traces d'ecchymose liées à des chutes précédentes. Ce n'était pas du tout le cas. Les résultats de l'analyse de sang sont finalement divulgués. On a immédiatement déterminé pendant l'autopsie que le niveau d'alcool dans le sang de cette femme était assez élevé, à peu près 400 mg par 100 ml. Ce niveau peut être fatal. Une concentration supérieure à 325 mg par 100 ml peut être mortelle pour une personne moyenne. Pour un alcoolique chronique, ça peut signifier autre chose, mais ce niveau pourrait certainement amener quelqu'un à tomber ivre-mort dans une baignoire et à se noyer accidentellement. Si vous avez consommé assez d'alcool pour affaiblir votre système nerveux central, ça peut inhiber votre réflexe de la toux, qui vous permet d'éliminer l'eau de vos poumons. L'eau entre alors dans vos poumons, et cela plus facilement que si vous n'êtes pas ivre. Toute mort ayant lieu dans une baignoire est suspecte.
Tous nos rapports indiquaient que cette femme relativement jeune avait un taux élevé d'alcool dans son système et semblait s'être noyée dans de l'eau douce, et aucune trace de traumatisme. Aucun signe n'indiquait qu'il y avait eu un homicide. On avait besoin de preuves absolues et l'autopsie n'en a révélé aucune. Après avoir comparé les résultats de l'autopsie avec ses observations du lieu du décès et les témoignages des filles de la victime, le médecin légiste conclut à une noyade accidentelle attribuable à une consommation excessive d'alcool. Le service de police du district de Peel ferme le dossier. La sœur de la victime devient alors la tutrice légale des deux sœurs. Les filles héritent de près de 200 000 $ grâce à la police d'assurance vie de leur mère. Toutefois, 11 mois plus tard, un témoignage surprenant est porté à l'attention de la police de Peel et le dossier est réouvert. À Mississauga, en Ontario, une femme est trouvée noyée dans sa baignoire. Ses filles de 15 et 16 ans découvrent son corps et appellent la police. Les enquêteurs sont très méfiants, car les noyades dans une baignoire sont extrêmement rares. Une enquête complète, une autopsie et un examen toxicologique sont effectués. Le médecin légiste conclut qu'il s'agit d'une noyade accidentelle attribuable à un niveau toxique d'alcool, puis le dossier est clos. « 11 mois plus tard, un adolescent communique avec la police et fait des déclarations surprenantes à propos de la noyade dans la baignoire. La plus âgée des deux sœurs a partagé de l'information avec l'adolescent. Celui-ci a su d'elle que la mère avait effectivement été tuée ou noyée de force dans la baignoire du domicile. Le détective Brent Magnus doit tout d'abord prouver que le jeune homme dit la vérité. J'en ai discuté avec un procureur de la Couronne parce que dès que cet ami nous a fait parvenir cette information, je savais qu'il faudrait obtenir l'autorisation d'intercepter les communications afin de corroborer ce que cet ami nous disait. La police obtient un mandat afin d'examiner l'ordinateur du jeune homme. Elle y découvre des échanges très troublants survenus entre lui et la sœur aînée dans un salon de clavardage. Il nous a fourni de l'information que seules les filles auraient pu connaître et qui révélait qu'elles avaient en effet assassiné leur mère. Le dossier est réouvert et se transforme en enquête criminelle. La police commence à planifier une opération secrète dans laquelle le jeune homme joue le rôle principal. Mais même s'il est un ami des deux sœurs depuis plusieurs années, cette opération pourrait mettre sa vie en danger. Les filles et lui étaient amis depuis longtemps, leurs deux familles ayant grandi ensemble. La police fournit au jeune homme une voiture pourvue de matériel d'enregistrement audiovisuel. Ce jeune homme a essentiellement agi comme informateur pour la police et sous les directives d'un agent, il a reçu une formation qui lui a permis de rencontrer les filles et les amener à parler encore du meurtre. Pendant les 4 semaines qui suivent, le jeune informateur enregistre plusieurs conversations incriminantes avec les deux sœurs. Il a rencontré la plus âgée des deux sœurs, il a obtenu d'elle une déclaration liée au meurtre et à l'examen de la transcription de ses interventions, il était clair que la plus vieille des sœurs, et possiblement la plus jeune, était sans aucun doute impliquée dans le meurtre de leur mère. La première conversation interceptée est déconcertante. La sœur aînée parle ouvertement des détails du meurtre que les deux sœurs avaient planifié pendant des mois. Je crois que sur le coup, qu'on ne veut pas croire qu'une jeune de 15 ans et une de 16 ans tueraient un parent, surtout leur mère.
L'installation de la caméra par la police était une brillante idée parce que les filles n'avaient aucune idée qu'on les enregistrait. En fait, à un moment donné, je crois que c'était la plus vieille qui, en entrant dans la voiture, a dit à son ami « Tu ne m'enregistres pas, n'est-ce pas? » Les sœurs proviennent d'un foyer familial brisé. Depuis déjà plusieurs années, leur mère boit pour noyer la douleur de ses 2 échecs maritaux. Elles ont pu utiliser les faiblesses de leur mère contre elle, l'une desquelles était sa récente séparation avec son ami. Depuis, elle avait tendance à consommer beaucoup d'alcool. En l'espace de quelques semaines, le jeune informateur rencontre les sœurs à 4 reprises. Ces rencontres produisent des dizaines d'heures d'enregistrement et des douzaines de pistes d'enquête. Une révélation saisissante dévoile que les jeunes filles ont servi à leur mère des cocktails mortels de vodka et de Tylenol 3, un analgésique puissant à haute teneur en codéine. On s'est dit qu'il faudrait mener un examen toxicologique afin de trouver des traces de codéine. Un mandat est émis afin d'avoir accès aux échantillons de sang et d'urine de la mère. Une analyse complète des échantillons révèle que la mère avait, au moment de sa mort, une quantité anormale de codéine dans son système. Les enquêteurs détiennent la preuve dont ils ont besoin. La prochaine étape consiste à planifier l'arrestation des sœurs, mais également celle d'éventuels complices. Des agents avaient le mandat de trouver quelles écoles elles fréquentaient et toute autre information pertinente. Les policiers sont inquiets à l'idée que la nouvelle des arrestations se répande rapidement dans la communauté. Ils craignent que les complices aient ainsi la chance de consolider leurs alibis. Étant donné que la nouvelle génération communique beaucoup plus facilement par cellulaire, par BlackBerry, par Internet, etc., ça n'aurait pas pris beaucoup de temps pour que ces individus se rendent compte que les filles avaient été arrêtées. Les policiers auraient fort à faire pour empêcher les échanges Internet entre complices ou témoins de brouiller des pistes solides. Pour parer à cette éventualité, il leur faut une stratégie à toute épreuve. À Mississauga, en Ontario, 2 adolescentes rapportent que leur mère s'est noyée dans la baignoire de leur résidence. Après une enquête initiale, on détermine que le décès, attribuable à une intoxication excessive par l'alcool, est accidentel. Le dossier est clos. 1 an plus tard, la police reçoit des informations troublantes qui suggèrent que le décès n'était pas un accident. Grâce à un délateur, la police obtient assez de preuves pour piéger les 2 meurtrières. Le 21 janvier, à 7 heures, la police exécute les mandats d'arrestation émis contre les 2 sœurs pour le meurtre de leur mère. Les sœurs sont arrêtées alors qu'elles ne sont vêtues que de leur pyjama. On les a amenées au service des homicides de la police régionale de Peel. On les a séparées évidemment, des enquêteurs devaient les interroger et on ne voulait pas qu'elles se parlent ou qu'elles s'influencent pendant ce processus. Des agents ont récupéré des vêtements de leur domicile afin qu'elles soient habillées de façon convenable. Les 2 ont refusé de porter d'autres vêtements que leurs pyjamas qu'elles portaient au moment de leur arrestation. À ce moment même, j'avais environ 50 à 55 agents affectés à l'exécution de la perquisition du domicile. Et j'avais identifié à peu près 45 autres personnes que j'aurais à interroger dans un temps très limité. Ça comprenait toute personne pouvant offrir de l'information sur les filles ou sur le meurtre de leur mère. Et je devais garder en tête qu'il fallait interroger d'abord la famille des filles. Les conversations interceptées et les clavardages avec le délateur démontrent que les 2 sœurs parlaient ouvertement avec leurs amis du crime qu'elles avaient commis. Les adolescents, les jeunes qui vont
passer à l'acte et s'en vanter pendant et s'en vanter après, se retrouvent avec une ambivalence au-dedans d'eux. C'est-à-dire que d'une part, elles veulent ou ils veulent prouver qu'ils sont capables de passer aux actes et de ne pas seulement en parler, mais en même temps, plus ils en parlent, plus ils s'exposent à se faire prendre. Le détective Magnus veut s'assurer de questionner les membres de la famille immédiate avant que les deux inculpés ne s'entretiennent avec eux. Magnus doit aussi s'assurer que l'interrogatoire des deux filles ait lieu en présence d'un avocat. On leur a donné l'occasion de parler à un avocat presque immédiatement. Tout autre adulte ou membre de la famille avec lesquels elles se sentaient à l'aise pouvait aussi être présent, si elles le désiraient, pendant les interrogatoires. D'emblée, les deux sœurs nient être impliquées dans la mort de leur mère. Mais il apparaît rapidement aux interrogateurs que la sœur aînée est très tendue. Après plusieurs heures d'interrogatoire, elles font finalement en larmes. Elle admet son rôle dans le meurtre et le décrit en détail. Ensuite, étonnamment, elle se couche en boule sur le plancher et s'endort sur le champ. Ce n'est pas rare. J'ai vu plusieurs individus qui, à leur arrestation, subissent une chute d'adrénaline ou un autre type de changement physique. Une fois qu'on les a arrêtés, pour une raison ou une autre, ils s'endorment. La sœur cadette continue cependant de nier son implication dans la noyade de sa mère. Après une interrogation de plusieurs heures, la cadette n'a fourni aucune information à la police. Toutefois, les deux filles ont voulu se parler entre elles et on leur a accordé cette permission. J'ai décidé de leur donner cette permission et elles se sont effectivement parlé du meurtre. On a mis les deux filles ensemble et elles ont inventé une histoire abracadabrante que c'était une blague à l'intention de leur amie et c'est cette histoire qu'elles raconteraient dorénavant à la police. À leur retour, elles demandent si elles peuvent avoir des ennuis pour avoir menti à la police. L'enquêteur lui demande ce qu'elle veut dire. « Eh bien, je n'ai pas tué ma mère, je vous ai menti. » Le désaveu de la sœur aînée laisse les enquêteurs devant une seule autre piste d'enquête. Celle des relevés numériques stockés sur l'ordinateur des deux accusés. L'agent Joe Colson de l'unité des crimes technologiques examine les ordinateurs. Une fois que nous avons reçu l'ordinateur, il est remis au laboratoire des crimes technologiques et est démonté. À ce moment-là, on prend une copie image du disque dur en entier, du début à la fin, ce qu'on fait de façon à ce que nous puissions prouver que l'image que nous avons prise est identique à celle de l'ordinateur original. Et nous faisons tout notre travail d'enquête à partir de cette copie image du disque dur. Même quand vous effacez quelque chose de votre ordinateur, ce fichier en entier demeure sur l'ordinateur. Un usager typique peut se dire « je devrais effacer ce fichier ». Pour ce qui est du clavardage, on peut physiquement l'éliminer, mais avec les programmes qu'on utilise, il est possible de le récupérer. Alors que Colson récupère des dossiers numériques, il reconstitue peu à peu la sinistre histoire des deux sœurs. Elle n'est pas exactement telle qu'on l'avait entrevue. Ces deux filles étaient brillantes. Pour un de leurs conseillers d'orientation, elles étaient les élèves les plus intelligentes qu'il n'avait jamais connues en 30 ans d'enseignement. Selon lui, leur plus grande qualité était leur habileté à manipuler les gens. Leurs conversations en ligne dépeignent une vie familiale malheureuse. Leur mère a vécu 2 relations difficiles avec des hommes abusifs. Elles accusent surtout leur mère de consacrer plus d'argent à l'alcool qu'à leur bien-être. Elles commencent à rêver d'une vie meilleure sans leur mère.
Rapidement, tout leur mode de vie a commencé à changer au moment où elles ont élaboré leur plan. Elles ont commencé à fréquenter des amis différents qu'à l'habitude, à s'absenter de l'école, à consommer de la drogue et de l'alcool. Suite à l'examen des conversations interceptées, je me suis rendu compte que ce n'était pas un meurtre spontané, mais plutôt planifié, calculé et prémédité par ces deux individus. La mère, à l'insu des filles, économisait de l'argent pour elles, leur procurait une bonne vie familiale en travaillant à plusieurs emplois, ce que les filles n'ont pas reconnu. Une fois que les filles ont décidé de tuer leur mère pour l'assurance vie, je crois qu'elles ont pondu l'idée au moyen de recherche et de conversation avec des amis. Une des plus importantes parties de l'analyse du cas étaient les mots-clés et le nombre d'occurrences des mots-clés sur les lecteurs. Les enquêteurs utilisent un logiciel spécial pour les aider à dépouiller l'énorme volume de matériel. Toutes leurs conversations étaient enregistrées sur l'ordinateur. Je ne sais pas si elles le savaient ou non, mais c'était bien le cas. La première requête de fichiers que nous avons trouvée était « Effet de l'alcool et Tylenol ». C'était notre premier indice. Quand j'ai découvert cette première parcelle de preuves, j'ai ressenti un coup d'adrénaline et je me suis dit « Voilà ». Les sœurs ont eu l'idée de l'enivrer et de lui donner des comprimés pour l'affaiblir. Elles ont fait des recherches sur la quantité d'alcool, sur la quantité de Tylenol ou de codéine et ses effets lorsqu'elle est consommée avec de l'alcool et le temps nécessaire pour noyer une personne ou la tenir sous l'eau pour perpétrer un meurtre. Les policiers découvrent de l'information prouvant que les sœurs ont activement prémédité le meurtre de leur mère pendant des mois. Mais les deux sœurs n'ont pas agi seules. On a pu démontrer avec certitude que les filles clavardaient avec un certain individu et qu'il acceptait de servir d'alibi aux deux filles. En fait, pour ce faire, il s'est présenté à un restaurant du quartier le soir du meurtre. Ce jeune complice est aussi un maître nageur et sait très bien comment il est facile de noyer quelqu'un. Il a fourni à une des sœurs des comprimés de Tylenol, suffisamment pour affaiblir la mère avec de l'alcool. Pendant 1 an, les sœurs s'en tirent avec le meurtre parfait. Il est maintenant temps pour les enquêteurs de préparer une poursuite parfaite. La région du sud de l'Ontario est sous le choc d'apprendre qu'une noyade accidentelle survenue il y a 1 an est maintenant considérée comme un meurtre. 2 sœurs adolescentes ont été arrêtées pour l'homicide de leur mère. Après des mois passés dans un centre de détention, les 2 sœurs, accompagnées de leurs avocats, se présentent à leur enquête sur remise en liberté provisoire. Étonnamment, elles sont vêtues de pyjama. J'ai fait des reportages sur des centaines et des centaines de cas en 30 ans, les derniers 10 ou 15 sur des enquêtes criminelles, et je n'ai jamais vu 2 filles si jeunes se présenter en cour en pyjama. Surtout 2 filles arrêtées pour le meurtre de leur mère, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Leur famille, tout comme leurs amis, croient que la police fait fausse piste. Tout au long de l'enquête sur la remise en liberté, il y avait des rires dans la salle. Le père ni la tante n'y croyaient pas. Leur cousin pensait que c'était une plaisanterie. Après audition de l'enquête, leurs avocats s'entretiennent avec les médias. Les avocats ont raconté que ces pauvres filles s'étaient fait réveiller, qu'on ne leur avait pas donné le droit de s'habiller, que c'était la faute de la police. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces filles portaient leur pyjama à cœur de jour, refusaient de s'habiller et avaient passé la journée précédente à s'exercer avec des intervieweurs expérimentés à discuter des événements. Les sœurs commencent à manipuler l'opinion publique en utilisant leurs avocats, leurs familles et leurs amis.
Il y avait beaucoup de couvertures médiatiques. Deux jeunes filles tuent leur mère. Comment cela a pu survenir? Nous devons les plaindre. Leur mère devait les battre. Quatre mois après leur arrestation, le juge les a remises en liberté provisoire, assorties de conditions précises. Et selon une de ces conditions, elles devaient demeurer dans la résidence de leur tante. Les adolescentes sont libérées du centre de détention et sont assignées à domicile chez leur tante jusqu'au procès. Ça voulait simplement dire qu'elles n'étaient pas libres de faire tout ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient aller à l'école ou à des rendez-vous médicaux, elles pouvaient aller travailler, il leur fallait simplement un chaperon. On a remis à la famille certains ordinateurs. Un des ordinateurs, duquel on a prélevé beaucoup de preuves, provenait de leur domicile précédent. Les sœurs continuent leur tromperie. Les membres de leur famille persistent à croire que les filles sont innocentes, alors qu'en ligne, les sœurs racontent une toute autre histoire. Elles ont passé une année entière à la maison de leur tante, la sœur de la femme qu'elles ont tuée. Tout le monde les appuie et pense que la police a commis une grave erreur. Avec les mêmes ordinateurs qui leur ont servi à mettre au point leur plan diabolique, les adolescentes continuent leur conversation en ligne et se vantent d'avoir dupé tout le monde. Alors que la police prépare le dossier en vue du procès, le plan cruel et rusé des sœurs est finalement mis au jour. Pendant que les sœurs vivent en résidence surveillée, les relevés de leurs conversations en ligne sont passés au peigne fin par les enquêteurs. Ils retracent ainsi avec détail la trame qui a mené au crime. Ces relevés démontrent clairement que les sœurs avaient planifié l'assassinat de leur mère de sang-froid. Selon nous, les filles ont servi d'alcool à leur mère, lui ont donné des comprimés, ce qui n'était pas anormal pour elles. Puis, vers 18h ou 18h30, elles l'ont accompagnée jusqu'à la baignoire. Le mélange d'alcool et de codéine contenu dans le Tylenol 3 place bientôt leur mère dans un état d'inconscience presque complet. Maintenant que leur mère est bien intoxiquée, elles remplissent la baignoire et préparent la salle de bain. Elles aident ensuite leur mère à monter l'escalier en prenant garde à ce qu'elle ne tombe pas et qu'elle ne se fasse pas d'ecchymose. La sœur aînée aide sa mère à monter dans la baignoire. Des relevés provenant de leur ordinateur et de leur téléphone prouvent que les sœurs communiquaient avec leurs amis pendant qu'elles se préparaient à noyer leur mère. La sœur aînée enfile des gants et maintient la tête de sa mère sous 15 cm d'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer.
deux sœurs quittent la maison en toute hâte. Afin d'établir leur alibi, elles retrouvent une amie et leur complice maître nageur au restaurant du coin. Après le souper, elles rentrent à la maison et mettent en scène leur appel au 911. L'aînée fait l'appel. La plus jeune est à l'arrière-plan. L'aînée semble bouleversée. Mais quand on écoute l'enregistrement à nouveau, avec ce qu'on sait et les preuves au dossier, on se rend compte qu'elle n'était pas sincère. Les téléphonistes du centre 911 ont demandé aux filles de porter secours à leur mère si elle venait de se noyer dans la baignoire. Quand la police est arrivée sur les lieux, le corps présentait des traces de rigidité, rigor mortis et de lividité, ce qui indiquait que la mort était survenue quelques heures avant l'appel 911 des filles. Un an après leur arrestation, débute le procès des sœurs Baignoire. On les surnomme ainsi parce qu'on ne peut dévoiler leur nom. Les gens me demandaient si c'était difficile pour moi d'assister au procès. Tous les jours, moi et les autres journalistes qui couvraient l'histoire avions hâte de nous rendre en cours pour entendre ce qui serait dévoilé. Les procureurs de la Couronne nous disaient « Si vous croyez que ça c'est intéressant, attendez de voir le reste. » Les sœurs ont plus d'un motif pouvant expliquer leurs actions illicites. Le premier est le fait de vivre dans une famille abusive avec un parent alcoolique. Le second est tout simplement l'appât du gain. Elles savent que leur mère possède une assurance vie de près de 200 000 $. C'est ce qui rend toute cette affaire si bizarre, dérangeante. 3 de leurs amis proches savaient que le meurtre aurait lieu. Personne ne l'a rapporté à leurs parents, à la police ou à toute autre figure d'autorité. Et j'imagine que pendant l'année précédant leur arrestation, il devait y avoir des centaines d'enfants dans 2 écoles secondaires qui se doutaient qu'elles avaient tué leur mère ou le savaient de source. Mais personne n'en a fait part à qui que ce soit. Les principaux complices des sœurs témoignent éventuellement contre elles et contribuent à les faire condamner. Le jeune ami complice est également arrêté et accusé de complot en vue de commettre un meurtre. Au fur et à mesure que le procès avance, les policiers continuent de dénicher de nouvelles preuves sur les ordinateurs saisis. Les éléments de preuve techniques ont grandement contribué à valider et à confirmer les déclarations des autres témoins, parce qu'on a pu corroborer leurs témoignages. Les éléments numériques de la preuve dans ce dossier particulier sont devenus la clé de voûte du cas. À ma connaissance, c'est probablement une des enquêtes technologiques les plus importantes ayant eu lieu au pays à l'époque. Après plusieurs semaines de procès, le juge Bruce Duncan annonce sa décision. Les 2 accusées ont voulu commettre le crime parfait, dit-il, mais elles ont plutôt créé la poursuite parfaite. Il note que le dossier contre elles est accablant. Il s'agit, selon lui, du dossier le plus étoffé qu'il a vu en plus de 30 ans de carrière, passé à poursuivre, à défendre et à juger des causes criminelles. Il déclare les accusés coupables de meurtre au 1er degré. Elles ont été déclarées coupables selon la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ça veut dire qu'elles pouvaient être détenues pour un maximum de 10 ans, dont seulement 6 ans en prison. Le reste peut être passé dans un foyer de transition, même dans leur propre domicile, mais sous surveillance. Une fois relâchées, après 10 ans, elles peuvent se rendre n'importe où au Canada. Elles n'ont même pas à obtenir de nouveaux noms, puisque personne ne connaît leur identité. Mais pour le public en général, elles seront toujours connues comme les sœurs Baignoire. Tout le monde en est venu à la même conclusion, que ces 2 filles représentaient le mal incarné. Le plus horrible, c'est que ces enfants avaient 15 et 16 ans. Elles ont presque commis le crime parfait. Dans cette cause, la capacité meurtrière de l'eau a été mise à profit pour masquer un crime presque parfait.
La noyade de la mère serait restée impunie si personne n'avait entendu la voix de la conscience. Encore une fois, l'eau aura été une complice sans remords, silencieuse, parfaite.